GFIEMS TV. Bonjour, une fois de plus, merci d'être fidèle à GFIEMS TV. Vous êtes sur Classico, le Classico donc de ce jeudi. On va essayer de débriefer l'actualité sportive en Europe, parler des grands championnats européens, notamment les entrées des championnats espagnols et peut-être revenir sur la deuxième journée des championnats allemands, anglais et puis aussi de la France. Je suis donc avec mon collègue co-présentateur Romano. Bonjour Romano. Bonjour, ça va? Ça va très bien, toujours en forme. Toujours en forme. J'espère que vous également qui nous suivez aujourd'hui, vous portez très bien et on vous passe le bonjour de là où vous nous écoutez actuellement. Alors on va aller très rapidement avec une quarantaine de minutes d'échange sur le débrief de ces championnats. On va commencer par l'Angleterre, Romano, et parlons un peu de ce match entre Manchester City et Bournemouth. 4-0, Manchester City de Pep Guardiola confirme. En plus de confirmer, il confirme avec la manière parce que j'ai suivi ce match-là avec une attention très particulière, surtout avec mon crush, si je peux le dire ainsi, le jeune Erling Haaland, qui a fait également un très bon match. Après, Manchester City, je dirais c'est sans surprise. C'est sans surprise qu'ils aient battu Bournemouth 4-0. Est-ce également à dire que Bournemouth n'était pas dans un bon état, mais soyons sûrs que City, cette année-là, ils sont très bien partis, franchement. City est véritablement bien parti, surtout que Pep a une ambition assez particulière, c'est, n'est-ce pas, de remporter encore ce titre et aller le plus long possible en Ligue des Champions. Et on va quand même noter qu'en face, il y avait un promu. Bournemouth, c'est quand même un poids en dessous. Un poids en dessous. On peut le dire. Oui, mais c'est aussi quand même une remarque, c'est que City ne tâte pas un peu le terrain. C'est-à-dire quand ils ont l'occasion de frappe très fort, donner comme ça 4-0, je crois qu'en termes de goal average, cette équipe est déjà très bien avancée, ouais. Lors du premier match 4-0. Mais je voulais quand même aussi parler de ce que Pep a essayé de mettre en place comme système de jeu, isolant carrément Alan et puis De Bruyne qui est derrière. Tout à côté, on a Foden et Mahrez qui a fait son entrée. Comment est-ce que tu as trouvé Mahrez? Moi, je pense quand même qu'au départ, on avait peur que Mahrez ait un peu de difficulté à entrer dans le système de Pep, mais je crois que contre Bournemouth, il a montré qu'il a sa place dans cette équipe. Après, lorsque tu as des joueurs de qualité, tels que Mahrez, tu n'as pas vraiment à te soucier s'ils pourront rentrer dans le système de jeu, surtout que c'est un très bon ailier. Dans pratiquement toutes les formations aujourd'hui en Europe, on a besoin de personnes ailiers. Lui, il a la particularité d'être un très bon joueur du pied gauche. Il dribble très bien, il fait de beaux intérieurs de pied et tout ça. Après, faut dire que présentement là, dans le système de jeu de Pep Guardiola, il peut ne pas être le meilleur sur son poste. On peut le dire. Mais moi, en vrai, ce match-là, je l'ai regardé, comme je disais, avec une attention particulière par rapport à Erling Haaland. Mais les deux personnes qui m'ont le plus surpris dans ce match, je dirais même trois. Il y a Cancelo, il y a De Bruyne et Gundogan. Est-ce que De Bruyne doit te surprendre? De Bruyne, je me dis quand même. Parce qu'on connaît déjà l'homme avec. Lorsqu'on atteint un certain niveau dans le football, on atteint son apogée. Et après l'apogée, c'est le déclin. Ouais. De Bruyne, à quel moment est-ce qu'il passe au déclin? Parce que je comprends pas. Ça fait longtemps qu'il est à ce niveau-là. Il est bon à tous les matchs. À tous les matchs qu'il joue, il est bon. Le match qui nous a sorti la dernière fois,
Le but qui nous a sorti de l'extérieur de pied droit, après une feinte, je me suis dit, mais on peut pas continuer de jouer comme ça. Il est trop bon. Avec lui, juste derrière Haaland, ça sera du feu. En plus, ce match-là, on a vu Haaland qui a servi sa première passe décisive pour montrer un peu toute la palette de ce qu'il peut faire. Donc là, Manchester City, franchement, sauf catastrophe, on a un avion de Manchester City qui s'est écroulé, je sais pas, mais le championnat, la Ligue des Champions, je les vois vraiment en tête. Ah oui, mais bien sûr, surtout qu'on sait que l'équipe de Pep Guardiola a une bande de touche assez riche. Il peut, n'est-ce pas, à tout moment changer. On peut s'attendre à tout avec lui. J'ai aussi quand même aimé le fait que cette défense reste assez compacte. Ça fait 2 matchs, 0 but encaissé. Très Je crois que la paire Akedias porte encore un peu plus cette équipe et la met encore beaucoup plus en confiance. C'est clair. Il y a la solidité, il y a également de la vélocité sur les actions. Stone qui peut aussi faire son entrée et carrément jouer le même rôle. Donc il a quand même beaucoup de choix. Nathan Ake, parlons de lui. La saison dernière, il y a certaines personnes qui s'étonnaient qu'il n'arrivait pas à franchir un niveau en termes défensifs parce qu'il était un peu trop tendre et Guardiola, tu sais, avec lui, c'est vraiment la rigueur. Ouais, s'il faut quand même parler de lui, je pense que c'est aussi le fait qu'il soit entré. C'était un peu comme un baptême de feu. Ouais. Il venait d'être recruté, il y avait encore cette petite crainte-là de peut-être mal faire. Il était en observation, donc je crois qu'il gardait un tout petit peu encore. Il était en réserve. Oui, il était en réserve. Et maintenant, c'est le moment pour lui de cette saison-là, en tout cas, on s'attend à le voir à un très 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 grand niveau. Et faut dire aussi, on peut, je pense, le souligner, le coaching de Pep Guardiola, c'est clairement dévoilé qu'il ne joue pas avec 11 joueurs. Ouais. Il joue un minimum avec 15 joueurs. Ouais. Parce que pour lui, le turnover, c'est très important. Il sait qu'une saison de football, c'est une trentaine, voire une cinquantaine de matchs. Oui, bien sûr, s'il faut ajouter à cela. S'il faut conserver le même niveau de jeu du début jusqu'à la fin, il faut qu'il y ait un turnover vraiment très efficace. Et une fois de plus, Erling Haaland n'a pas terminé le match. Oui, je crois que c'est très professionnel de la part de Pep. Il maîtrise déjà la saison que va, n'est-ce pas, vivre son équipe. Il y a la COP, il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, et il y a même encore, je crois, il y a encore une autre compétition en Angleterre, surtout qu'en Angleterre, il joue tout le temps. Tout le temps. Donc, ce type de coaching, c'est le type de coaching qu'on n'arrive pas à faire avec les autres grands clubs. Parce que dès que vous avez un grand joueur qui, en lui seul, attire toute l'attention, les entraîneurs ont peur d'y toucher. Ouais. On a vu le cas avec le PSG, on a vu le cas également avec d'autres grands d'Europe où Cristiano Ronaldo, qui lui est toujours frustré de ne pas jouer ou de se faire remplacer par la suite. Mais Guardiola, dès le début, il a tapé du poing, il a dit, c'est moi le boss, c'est moi qui décide qui sort, qui joue, je décide qu'on fait un turnover. Et on le commence dès le début de la saison, on n'attend pas on débute dès le début de la saison. Parce que le risque également avec ce turnover dès le début de la saison, après on a un problème d'automatisme. Le gardien par exemple qui serait habitué à parler en portugais ou à parler en anglais à ses coéquipiers se retrouve à jouer avec d'autres personnes. Ou encore l'ailier qui ne sait pas à quel moment il faut prolonger une balle en long ou à quel moment il faut mettre là-dessus. Mais Guardiola, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. En tout cas, on s'attend à une équipe assez compétitive de Manchester City qui confirme et qui prend un peu de l'avance aussi dans ce championnat. Sauf que Arsenal est présent. Arsenal est là, 2 matchs, 2 victoires. Et je crois que... un magnifique but de Gabriel Jesus. Ouais. Je pense actuellement c'est l'homme le plus heureux. Mais est-ce que Gabriel Jesus n'a pas quand même, je dirais... avait déjà besoin, n'est-ce pas, de se libérer de l'emprise qu'il avait du côté de City. Parce que là, à Arsenal, on voit tout un autre Gabriel Jesus. Il est épanoui. Il sait que l'attention est portée vers lui. C'est l'homme
à tout faire de Arteta aujourd'hui. Il est très jeune. Et je crois quand même que c'est un très bon choix pour lui de partir du côté Arsenal où il a derrière lui des jeunes comme Saka ou encore Odegaard qui peuvent, n'est-ce pas, l'aider à jouer son meilleur football. Une victoire 4-2 face à Leicester. Je crois que Arsenal revient un peu fort. Arsenal revient au top du beach fort parce que là, il y a quelques années de cela et même l'an dernier, on enterrait carrément Arsenal. Gabriel Jesus, c'est clairement un très bon choix pour lui, que ce soit pour lui et pour les Gunners, d'avoir signé à Arsenal, en plus avec un coach qu'il connaît déjà et qui le connaît très bien, qui l'a fait monter en compétence lorsqu'il était avec Manchester City. C'est vraiment une aubaine pour lui. Et moi, je me dis, tout ce qui se passe actuellement, c'est ce qui devait arriver. Parce que lorsqu'un joueur est épanoui, on le voit avec, par exemple, Christopher Nkunku, qui joue avec un sourire aux éclats, ça ne peut que matcher. Et là, c'est parfaitement ce qui se passe actuellement. Oui, mais parlons aussi quand même de la présence de Partey au milieu de terrain et Saka. Je pense que ce bonhomme monte aussi un tout petit peu en puissance et aussi la confiance que les dirigeants d'Arsenal ont apporté à Arteta. Michael Arteta, qu'on voyait, n'est-ce pas, carrément à la sortie. Est-ce que c'est aussi cette confiance-là qui a permis à ce qu'ils se remettent en cause et qu'ils se disent, bon voilà, j'ai quelque chose à démontrer cette saison. Et on a vu Aubameyang partir, on a vu Lacazette partir. Quelque part, on se posait des questions de savoir est-ce qu'il maîtrise ce qu'il fait, mais l'arrivée de Gabriel Jesus a carrément fermé la bouche à tous ceux qui critiquaient. Mais c'est clair que Arsenal et Mikel Arteta, ces 2 dernières saisons-là, étaient vraiment dans le dur. Faut dire les choses ainsi. Que ce soit au niveau mercato, ils avaient plein de ratés. Sur le terrain également, c'était pas top. Mais là, peut-être également que on s'enflamme un peu trop vite. Je dirais ça. Avec Arsenal surtout, on peut se dire qu'on s'enflamme un peu trop vite. Mais particulièrement concernant Gabriel Jesus et également Martinelli, je pense que ce duo-là fera fort cette saison-là. En plus de cela, à l'arrière, ils sont quand même, c'est quand même solide derrière. Oui, l'arrivée de Saliba, le retour de Saliba. Voilà, ils ont plutôt un bon goal et le milieu de terrain avec notre confrère ghanéen Partey, c'est quand même du solide aussi. Chaka sur un côté, on a également l'autre, le petit anglais, c'est Saka. Voilà, il y a Chaka, il y a Saka. Et Martinelli, vraiment, ils ont vraiment l'effectif pour. Après, ils ont la chance, si on peut le dire ici, de ne pas jouer la Ligue des Champions cette année-là. Donc, ils pourront se concentrer, sinon se consacrer sur la Première Ligue et nous faire un bon résultat. Mais on leur souhaite, le meilleur qu'on leur souhaite aujourd'hui, c'est de terminer parmi les 4 dans le Beach Forum. On sait que la première place, elle est... Oui, la première place, elle est quand même assez difficile pour Arsenal d'aller chercher. Surtout que les joueurs, c'est vrai qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, mais il y aura quand même de l'usure au niveau du timing. Garder le rythme, ça sera un peu difficile. Par contre, on a quand même vu un énorme match, c'était le choc dans tous les niveaux, que ce soit sur le terrain comme au banc de touche. Chelsea-Tottenham, vraiment, je me suis régalé. Ouais, le genre de football qu'on aime voir, le genre de match que j'aime voir. Tu sais, souvent, je trouve que le football est devenu trop tendre. Je regarde des matchs, ça se fait des câlins, ça se fait des... Tu vois, je me dis, 2 adversaires, ils sont adversaires, c'est comme à la guerre. Et franchement, l'image qu'on a vue à la fin des 2 entraîneurs qui se tirent et qui se gueulent, qui sont limite à se taper, je me dis c'est ça le football, c'est ça. Parce que ça montre. Et particulièrement, je pense que avec d'autres entraîneurs, ça n'aurait pas été le cas. Dans un autre championnat, ça n'aurait peut-être pas jamais arrivé. Mais voir Antonio Conte, qui est lui de nature quelqu'un de très bouillonnant. Thomas Tuchel, on le connaît plutôt comme quelqu'un de calme, de poser, de beaucoup réfléchir. Mais taquin aussi. Taquin également. Et là, c'est parti en vrille. Ils ont laissé les émotions prendre le dessus et ils nous ont sorti ce spectacle-là. Mais footballistiquement parlant, un Chelsea-Tottenham
Tottenham qui se termine par 2 buts partout, on est servi. À la dernière minute. À la dernière minute, on est servi. On est servi. Et l'entrée de Koulibaly quand même. Koulibaly, ce but magistral venu de nulle part. Waouh, quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre pour quelqu'un qui est à la base défenseur et qui arrive à marquer un si joli but. C'est surtout également un message pour lui. Adressé à ses supporters pour dire les gars, vous pouvez compter sur moi. Parce que cette saison-là, défensivement et offensivement là, c'est vraiment le message offensif. Offensivement, je suis également là pour marquer des buts sur corner. Faut pas, non, il est grand, il est costaud. Il est costaud. Autant que ça serve. Et je pense que ce but a totalement mis Koulibaly en confiance. Pour cette saison, je crois que là... La saison est lancée. La saison est lancée. Mais je veux qu'on revienne un peu sur cette rencontre dans son intégralité, parce que c'était quand même le point focal de cette deuxième journée. Thomas Tuchel avait pour ambition de gagner cette rencontre, parce que Tottenham, c'est un peu comme l'un des rivaux pour le Big Four de cette saison, et on sait tout ce qu'il faut passer par là pour, n'est-ce pas, aller au bout de ses ambitions. Si tu perds un match comme celui-ci... C'est un match à 6 points. C'est un match à 6 points, exactement comme tu l'as relevé. Mais j'ai remarqué, après le but après l'égalisation, je crois, comment il s'appelle, c'était un joueur de Tottenham, mais lors de l'égalisation, le nom m'échappe un tout petit peu. Il y a quand même eu cette course non, le deuxième but de Chelsea. La course de Thomas Tuchel la course d'abord de Thomas Tuchel et par la suite il y a Antonio Conte également qui a couru. C'était pour répondre à Thomas Tuchel. C'était pour répondre, ouais. Après, c'est vraiment là la base de leur dispute, ça. Et selon nos échos, toujours selon nos échos, il est également lors de la salutation. Il y a Thomas Tuchel qui a reproché à Antonio Conte de ne pas le regarder. Mais en plus de cela, lorsqu'il a salué, il lui a serré la main. Alors, tu peux pas serrer la main de quelqu'un. Tu peux juste saluer, juste faire un check. Il lui a serré la main et il n'a pas regardé. Dire de cette manière-là, c'est... Mais bon, après... La dispute a continué aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait, oui. Sur Instagram, on a Antonio Conte qui a récupéré une photo de Thomas Tuchel en train de courir et il a dit « Si je l'avais su, je l'aurais battu ». Et Thomas Tuchel qui, lors de la conférence de presse, a carrément fait monter ses muscles pour ces questions de dire « Voilà, si on m'avait donné 2 minutes avec lui, je l'aurais... Bon, je crois que... L'année dernière, on a été également spectacle d'une scène comme ça entre Guardiola et Roden Cup. Et je me dis, bon, les gars, tapez-vous. allez, sortez les points, tapez-vous les gars. Nous, c'est le football plaisir, voilà, ça fait partie du football. Quand même, on s'est régalé, 2 buts partout entre Chelsea et Tottenham dans cette rencontre assez active et très très riche en rebondissements, en spectacle et tout. Mais il y a une équipe qui nous inquiète de plus en plus dans ce top 4, Manchester United, 4-0 face à... Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Là, c'est chaud. Une défaite 4-0 face à Brentford, ça interpelle. C'est une humiliation. Ça interpelle. Qu'est-ce qui se passe véritablement au sein de cette équipe de Manchester United? Je pense que il aura du mal à se relever très vite. Notre ami Den Haag, comment est-ce qu'il va faire pour remettre les pendules à l'heure? C'est des questions qu'on se pose. Mais avant d'arriver, là, on va marquer une pause, n'est-ce pas? Et puis, on revient sur cette rencontre entre Manchester United et Brentford, chers amis. Merci. GFM's TV. Retour donc sur ce plateau des Classico, voilà, Classico sur Defense TV. Vous avez donc, n'est-ce pas, participé avec nous à ces 20 premières minutes liées aux 3 matchs, Manchester City, Bournemouth, Arsenal, Leicester, Chelsea, Tottenham. On va revenir sur ce match entre Brentford et Manchester United. Manchester United quand même
qui nous a un tout petit peu encore laissé dans nos, dans nos soupçons. Hein, comment est-ce qu'ils vont démarrer cette saison? Je vois un peu un manque d'implication aussi de la part des joueurs de Manchester United. Rashford n'est pas, n'est-ce pas, celui-là qui montre cette envie de porter, d'amener cette équipe. Ronaldo aussi par son agacement de vouloir partir. Et United qui veut le garder. Et après, on a Fernandes qui passe son temps à râler, à se plaindre des décisions des arbitres et même parfois de ses coéquipiers. Il y a un véritable problème dans cette équipe de Manchester United. C'est clair que là, tu as touché du point en parlant de l'implication parce que on ne voit pas une équipe jouer. Ouais. On voit 2-3 personnes. C'est clair que le mercato, ils l'ont pas digéré. Le scandale qu'il y a eu autour du départ de Cristiano Ronaldo, qui visiblement n'attire personne d'autre, ils l'ont pas bien digéré. Après, moi, avec Manchester, je me pose plein de questions parce que de base, je suis mancunien à la base, j'aime bien cette équipe-là et je me demande comment vont-ils relever la tête. Parce qu'il n'y a aucun motif d'espoir. Franchement, la défense est catastrophique. Mais je veux aussi quand même relever les choix de Den Haag qui me surprennent, hein, avec beaucoup de réserves. Mais je pense quand même qu'il y a lieu de révéler quand même que tu ne peux pas avoir des joueurs comme Bissaka qui ont quand même un vécu dans cette équipe. Je crois que ça fait au moins 2 saisons qu'il est sur son côté gauche, malgré que oui, c'est pas un top joueur, mais avec sa fougue, son envie, sa volonté de toujours aller vers l'avant, distiller des centres, Den Haag devait, n'est-ce pas, quand même essayer de s'appuyer sur des joueurs comme cela, par rapport à Shaw que j'ai trouvé un peu plus fébrile et amorphe. Et je veux aussi parler de l'absence des joueurs comme Varane, dont il ne fait pas encore confiance depuis le début. Moi, je l'ai vu au banc de touche, ça veut dire qu'il n'est pas malade, il n'est pas blessé. Pourquoi tu as des joueurs comme ça qui peuvent, n'est-ce pas, t'apporter un plus et les garder au banc de touche? Faire confiance à Martinez à côté de Maguire. J'ai trouvé quand même aussi ça assez osé. Et puis au milieu de terrain, tu as des joueurs qui t'ont servi du côté de la Jazz comme Van de Beek. Il faut les jeter au charbon déjà, ne pas attendre la 3e, la 4e journée, depuis jouer des demi-matchs. Je crois quand même qu'il faut aussi se poser des questions sur des choix de Den Haag. C'est l'un des premiers entraîneurs actuellement à être sur la Select. Mais Manchester n'est pas coutumier de vite remplacer les coachs. Généralement, il leur accorde du crédit pour au moins une année. Ouais. Une année supplémentaire. Donc, on espère que cette situation-là va s'améliorer. Perdre 2-0 au premier match et 4-0 lors du deuxième match, avec 4 buteurs différents. De la tête, du pied gauche, du pied droit, de toutes les manières. Une boulette de Derrea pour couronner le tout. Ah ouais, ça montre vraiment qu'il y a un véritable... Quand rien ne va, rien ne va. Ouais, bon, espérons que Manchester va rapidement se remettre dans la course, mais ça sera extrêmement difficile. Et la tête de Den Haag, je crois que s'ils perdent le 3e match, Den Haag, on va commencer à se poser des questions. Liverpool aussi, ça ne va pas. Un but partout face... Liverpool, on ne peut pas dire que ça ne va pas, parce que retenons que Liverpool a quand même joué une bonne partie de la rencontre à 10. Ouais. Et sans son attaquant Nunez, jouer à 10 et arriver à égaliser sur un chef-d'œuvre de Diaz, Liverpool n'a pas perdu 2 points, ils ont gagné 1 point. Je pense qu'ils ont gagné 1 point. Mais moi, je m'inquiète un peu sur l'efficacité. Le manque d'efficacité. Liverpool se procure énormément d'occasions. On l'a vu lors du premier match et également lors de ce match face à Crystal Palace. C'est vrai que Crystal défend très bien. Depuis la saison dernière, c'est une équipe qui joue beaucoup de nuls, hein, parce que j'ai remarqué ça. Ils jouent beaucoup de contre parce qu'ils ont des joueurs tels que Eze et Zaha qui sont des joueurs de contre, qui savent très vite percuter, aller très vite et envoyer de longues balles. Puissant également et tout. Ouais. Mais moi, je parlais de ça, je m'inquiète un peu sur le manque d'efficacité parce que là, manquer des buts comme ça, et j'ai senti un peu cette rencontre devenir difficile dès longtemps parce que Jürgen Klopp a voulu que ses joueurs prennent la rencontre à bras le corps et qu'ils essayent, n'est-ce pas, de tétaniser cette équipe de Crystal Palace dès les 20-30 premières minutes.
Et on a vu Liverpool s'asseoir carrément dans le camp de Crystal. Ouais. La domination était totale. Voilà, était totale, mais il y avait, si ce n'était pas un poteau, c'était un pied qui rampait ou alors une claquette du gardien de but. Et j'ai senti qu'après, cette équipe de Crystal peut se mettre en confiance et créer un Et c'est là qu'ils ont marqué un but. Et tu as vu quand même qu'après, Nunes a été un peu agacé. Parce que cet énervement vient du fait aussi qu'il a raté des buts. Il ne recevait pas le ballon comme il le souhaitait. Oui, mais il est aussi très chargé par le défenseur dont j'oublie le nom de Crystal Palace qui ne le lâchait pas d'un poil. Le combat avait déjà commencé depuis... mais bon, on sait que Liverpool va revenir. Sauf que ces petits trucs-là, c'est le but. C'est ce but-là qui peut, n'est-ce pas, remettre tout dans les... Mais Liverpool, franchement, j'ai confiance. Je sais qu'ils vont remonter la pente. En termes de qualité de jeu, contrairement à Manchester United, ils ont la qualité. Oui. En termes d'implication, ils l'ont. Oui. Le potentiel, tu peux même calculer le potentiel sur 2-3 ans. Ils sont encore là. Voilà quoi, il y a un coach derrière qui a prouvé, il y a un collectif qui a prouvé, qui est pratiquement le même collectif, qui joue toujours en 4-3-3. C'est la même formation, les joueurs se connaissent, sinon ils connaissent aussi le système. Il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, c'est une saison, on a une trentaine de matchs. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter, hein, mais sauf que Manchester City est en train de prendre un peu du large, donc il ne faut pas perdre les points. Il ne faut pas perdre les points si on veut, n'est-ce pas, aller chercher cette première ligue. Alors, on va quitter un peu l'Angleterre et allons du côté de l'Allemagne. Allons voir en Bundesliga. Voilà le Bayern de Munich qui confirme 2-0 face à Wolfsburg. C'est quand même encore un message fort de dire bon voilà, on est les rois de la Bundesliga, on est présent et on ne compte pas laisser un seul espace. Voilà. Mais ce que je constate, c'est quand même que Bayern de Munich revient dans un système de 4-4-2. Peut-être c'est la présence de Mané qui dérange et qui les oblige à revenir dans cette configuration. C'est clair, parce que jouer avec Sadio Mané comme seule pointe en neuf, ça peut être compliqué sur la durée. Là, je pense que c'est du turnover. Lorsqu'ils auront des matchs beaucoup plus resserrés, ils iront avec un seul attaquant en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Mais pour l'instant, ils essayent un peu de trouver la bonne formule qui fera la bonne sauce. Et ça gribouille un peu de partout. Oui, le Bayern confirme avec ce 2-0. Il n'y a pas grand-chose à dire dans cette équipe. Hein. Ils ont dominé le match. Domination ils ont été réalistes. Et puis, on a vu quand même des joueurs s'impliquer. Mané était présent, même s'il n'a pas marqué. Gnabry également, hein, c'était quand même une paire d'attaques assez complémentaire. Très efficace. Et je pense que de ce côté-là aussi, il y a un turnover. Les Mané, on les préserve pour des échéances futures. Il y a la Ligue des Champions qui s'annonce et autres. Il faut éviter des blessures. En fait, c'est une équipe qui rassure. C'est clair. De jour en jour. Et aussi, on ne peut pas se plaindre du côté de Dortmund. 3-1 face à Fribourg. L'équipe est en place et elle veut, n'est-ce pas, garder ce timing, ce tempo avec... Je pense qu'on s'était un peu trop vite inquiété au niveau de Dortmund, qui nous montre qu'ils peuvent le faire. Ouais. Et on doit compter sur eux. On doit compter sur eux, voilà. Dortmund est toujours derrière, mais il y a aussi quand même que Leipzig ne confirme pas. Certes, il y a Nkunku qui porte carrément cette équipe. Et il y a également le premier but de Timo Werner. C'est à souligner. Ouais. Leipzig, FC Cologne, 2 buts partout. Voilà, donc le Bayern reste en tête avec 6 points, avec Dortmund qui a également 6 points. On va, n'est-ce pas, peut-être voir si les deux équipes vont se départager lors du derby entre Bayern et Dortmund, parce que tel que c'est parti, on voit un Dortmund carrément, et en attendant l'arrivée et le retour de Haller, l'équipe confirme quand même Modeste. Moi quand même, cette année je pense qu'en Allemagne, le titre se jouera entre Bayern et Leipzig. Après, tu crois, on aura également ce trio-là. Je pense que
C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de pronostiquer, mais c'est quand même sur ce trio-là. Et en tête, je vois Leipzig ou je vois le Bayern. Et parce que Dortmund, dans les plans, je me dis Dortmund, ils finissent au plus deuxième, au moins troisième. Oui, mais moi je vois quand même un Dortmund bien lancé, hein. Surtout qu'il y a encore un joueur qui manque à l'appel, c'est lorsqu'il reviendra certainement. Le joueur. Voilà, lorsqu'il reviendra, je pense que Dortmund aura toutes ses capacités. Il y a des Hazard qui est sur le côté qui fait un bon travail, Malen également, Youssoufa Moukoko qui est un jeune sur qui on peut compter, qui peut entrer et n'est-ce pas changer aussi la donne, et puis Modeste qui confirme. Tony Modeste. Il est habitué au championnat, il connaît les rouages comme on le dit en Côte d'Ivoire, ouais. Ça va. Voilà, allons du côté de l'Espagne pour parler un peu de cette entrée en liste du FC Barcelone. Match nul, 0 but partout face à Rayo Vallecano. Est-ce que le Barça manquait son entrée en Liga? Le Barça aurait manqué son entrée en Liga par une défaite à domicile. Ce qui n'est pas par le cas. Un nul. Un nul, c'est vrai que ça peut être vu dans deux sens. Soit le verre il est plein, soit le verre il est vide. Après, ça reste le football et le football n'est pas une science exacte. On se dit, si avec tout ça vous n'arrivez pas à marquer de but pendant 90 minutes, c'est que, on se pose plein de questions. Après, on se repose les mêmes questions en se disant, mais ce n'est que le premier match. Qu'est-ce qui prouve que au mois de janvier, au mois de février, ils n'auront pas un match pareil et qu'ils iront nous sortir un 0-0 encore? On veut bien penser que voilà, ce n'est qu'un premier match, mais c'est vraiment ça les questions. Sachons aussi que cette année, le Barça a un objectif, un premier, il ne faut pas se le cacher, c'est remporter la Liga et essayer, n'est-ce pas, de remettre le Real de Madrid derrière, parce que aujourd'hui quand même le Real reste le principal favori, mais j'ai constaté quand même que les recrutements ont été faits bien sûr, mais il n'y a pas encore l'automatisme. Les automatismes ne sont pas encore en place du côté du Barça. Lewandowski manque encore un petit peu de... Excuse-moi de t'interrompre, mais en termes d'automatisme, moi je trouve plutôt que ça va. Je pense sur ce match-là, Lewandowski aurait pu marquer 1, 2 ou 3 buts. Et oui, mais on le trouve difficilement aussi. On le trouve difficilement. Il faut dire qu'il est à l'âge. Dembélé, il bouge, Rafinha, il bouge. Les entrants également, ils ont fait le nécessaire. Je parle de Franck Kessié, je parle de Ansu Fati. Je me dis, franchement, le Barça, c'est normal qu'on soit dur avec eux. Avec toutes ces grandes stars qu'ils ont, c'est normal qu'on soit dur avec eux. Mais il serait préférable, pour ne pas avoir honte, d'observer, parce que avec tout ce potentiel là, ça va vraiment nous étonner. Oui, lorsqu'on fait des analyses, on ne peut pas parler de honte parce que on veut faire une analyse dès l'entrée, dès l'entame et avoir déjà une idée de ce qui se projette. Et c'est vrai que les Franck Kessié sont entrés après, c'est des joueurs qui seront potentiellement des titulaires dans cette équipe. Mais j'ai aussi eu quand même un peu j'ai été un peu embêté par l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang dans cette rencontre. Ouais, après, Emerick Aubameyang est maintenant sur liste de transfert. Il n'est pas officiellement, il n'est pas poussé vers la sortie, mais une offre de 25 millions de la part de Chelsea ne devrait pas tarder d'arriver et le Barça serait pour le laisser filer auprès de Chelsea. Donc après, si on ne le met pas en avant actuellement, c'est pratiquement pareil avec De Jong qui n'est jamais titulaire depuis le début de la saison, les matchs amicaux y compris. Il rentre toujours au fur et à mesure du jeu parce qu'on n'est pas sûr qu'il restera. Donc il y a un peu ça, mais franchement le Barça, je pense qu'on a raison d'être dur avec eux au vu de tous ces moyens qu'ils ont recrutés. Ils n'ont même pas pu aligner Jules Koundé. Oui. Donc apparemment Jules Koundé n'est pas encore sa situation administrative n'est pas encore complète, un peu comme Lewandowski avec le même cas. Ouais, donc il viendra certainement. Bon bref, le Barça arrive, on verra encore lors de la deuxième rencontre, mais le Real de Madrid, il n'y a pas de commentaire à faire. Le Real a confirmé son entrée, 3 buts à 1 après cette victoire en Super Coupe d'Europe. Donc on savait déjà que le Real va cartonner. Benzema reste égal à lui-même. Et voilà, c'est une équipe qui démontre encore qu'elle est partante pour le titre cette saison.
il nous reste quand même quelques poignées de secondes pour quand même dire aussi qu'on a remarqué la belle entrée de l'Atlético de Madrid aussi, il ne faut pas oublier, dans cette Liga. Voilà. Je crois que le réalisateur me met un peu de pression, mais attention, j'ai mon œil gardé sur le chrono et je sais exactement combien de minutes il nous reste. Bon, dans tous les cas, on va en France. On va parler aussi quand même de ce petit malaise qui commence à se faire sentir du côté parisien. C'est une victoire 5-2 face à Montpellier. Oui. Mais il y a quand même lieu de se poser des questions sur les attitudes des stars. Donc, j'explique un peu pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au niveau des informations. Ouais. Lors de la resignature de Kylian Mbappé pour la prolongation de contrat, Kylian Mbappé aurait, je dis bien aurait, soufflé au président qu'il n'était pas contre un départ de la star Neymar pour son manque de professionnalisme. Et c'est donc de là qu'est partie la rumeur qui a placé Neymar en tant qu'indésirable au niveau du PSG et que le PSG a commencé à penser à le vendre. Au fait, c'est même Mbappé qui veut que son ancien ami parte. Donc, lors du dernier match contre Montpellier, on a d'abord eu un premier penalty. Normalement, le frappeur de penalty, c'est Neymar. Et les autres essayent de le suppléer au fur et à mesure par rapport à leurs différentes stats. Donc Mbappé s'est saisi du ballon, il a frappé, il a manqué. Un deuxième penalty, Neymar a récupéré le ballon, Mbappé dit non, je veux le frapper, non, pas toi, Neymar l'a frappé, il a humilié le gardien. Et il a fait des grimaces. Et il a fait des grimaces à la fin. Après, tu vois, l'hypocrisie dans le football, ça vient, ça le félicite et tout. Et pendant tout le match, après, tu vois, on a remarqué que Mbappé, il était plutôt grincheur, tu vois. Il faisait la tête et tout, il s'arrêtait même en pleine course et tout. Il se plaignait. Avec des plaintes et tout. Et plus tard sur les réseaux sociaux, c'est là qu'est venu le truc. Parce que sur Twitter, on a deux pages de football qui ont annoncé, qui ont parlé de ces événements-là, mais qui ont vraiment dit la vérité, quoi. Qui n'était pas pour et que depuis quand Mbappé était devenu le numéro 1 en termes de tireur de coup franc, pourquoi est-ce que l'entraîneur soutient Kylian Mbappé, Neymar c'est le meilleur tireur de pénalty au monde, dans n'importe quelle équipe où il aurait été numéro 1, pourquoi ça? Et Neymar a largué ces deux postes là. Donc c'est un peu de tout ça que actuellement qui crée un peu cette tension là. L'entraîneur a récemment affirmé que c'était réglé, les deux joueurs également l'ont fait, mais bon. Sauf que nous on sait que c'est une crise. C'est une crise parce que je vais... Le début d'une crise. Le début d'une crise parce que moi je vais revenir sur les faits. Dans le jeu, moi j'ai quand même remarqué une forte complicité entre Neymar et Messi. Neymar, quand il avait le ballon, il cherchait beaucoup plus Messi et c'était pareil. Et je vais un peu revenir un peu en arrière. Lors de la saison dernière, dès que Messi est arrivé, on a senti au départ, avant l'arrivée de Messi, il y avait une très forte relation entre Neymar et Mbappé. Aux entraînements, ils étaient toujours à deux. Et je pense que même au niveau des exercices, ils étaient dans le même rayon. Puisqu'on on les sépare un peu et tout. Ils étaient toujours dans le même rayon. C'était les copains. Moi, je regarde toutes les séances d'entraînement du Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée de Neymar et de Mbappé, c'était carrément les deux copains. Mais lorsque Messi est arrivé, la donne a changé. Neymar, maintenant, dans les exercices à deux, il allait chercher Messi. Et Mbappé se retrouvait un tout petit peu isolé. Heureusement pour lui, Hakimi est arrivé. Il s'entend beaucoup plus maintenant. Hakimi c'est un pote. Voilà, c'est son pote aujourd'hui. Donc je crois que tout... oui, tu as aussi bien fait d'énumérer l'envie de départ de Mbappé pour Neymar. C'était vraiment c'était vrai parce que les médias l'ont dit après la saison dernière et je crois que Neymar a eu vent de cela. Chose qu'aujourd'hui Neymar c'est quelqu'un de très chambreur déjà qu'il a dit au Paris Saint-Germain que moi je reste, je ne bouge pas et il est là et après derrière voilà, il veut, n'est-ce pas, ça va être très difficile pour Paris Saint-Germain de se retrouver cette saison au niveau des vestiaires. Je ne sais pas comment Christophe Galtier va gérer ça. Et même au niveau du jeu,
même il faut observer un peu le jeu du Paris Saint-Germain, tu verras que Neymar est plus concentré sur Messi que sur Mbappé. C'est volontairement. Et ça va être très 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 compliqué. Et j'ai peur que la direction du Paris Saint-Germain n'ait pas les moyens de gérer cette crise. Déjà, Mbappé a accepté de prolonger alors qu'il avait l'opportunité de partir du côté du Real. Et Neymar, qui était poussé vers la sortie, se rend compte que ça vient d'un de ses coéquipiers, ancien pote. Et de l'autre côté, on a le vieux Messi à côté qui regarde les deux petits sœurs. En tout cas, Paris Saint-Germain a gagné 5-2. On attend le prochain match du PSG. Marseille a fait match nul, 1 but partout. On va voir si Marseille pourra, n'est-ce pas, aller titiller cette équipe du Paris Saint-Germain, sauf qu'on sait que le PSG reste le potentiel. Voilà le potentiel favori pour le championnat, pour les différentes coupes, voilà. Même pour la Champions League, il reste quand même des favoris avec tu vois, tous les grands d'Europe, Bayern, Barça et Real de Madrid, City et Chelsea. Mais il faudra encore s'inquiéter parce que Paris Saint-Germain, à la moindre faille, tout est basculé. Marseille, est-ce que Marseille aura le niveau cette saison-là? Moi, je vois tout le monde qui est très enthousiaste sur Marseille, surtout avec la dernière signature de Alexis Sanchez. Voilà, on observe un joueur qui a fait de 6 grands clubs décider de venir à Marseille. On espère qu'il ne vient pas là pour finir sa carrière, mais qu'il vient également pour relever un nouveau challenge. Et on sait que tout se passera bien. Les supporters de Marseille, lorsque tu les entends parler, ils sont chauds, ils sont motivés et tout. Donc on espère vraiment. Alors c'est terminé donc, je crois qu'on a parlé de ce qu'il fallait, voilà, on a fait le tour. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Italie, on y reviendra certainement pour la prochaine émission, surtout qu'on parlera du Milan AC, de l'Inter de Milan, de la Juventus de Turin, de Naples, pourquoi pas de l'AS Roma de José Mourinho. Rassurez-vous, lors du prochain programme, on parlera de l'Italie. C'était donc Classico Romano. Yes, plaisir partagé comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez envie de venir nous saluer, n'hésitez surtout pas. On vous reçoit avec voilà. Et suivez de près. On a de très 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 bons projets avec l'académie de football. On a de toute façon restez connectés sur la page pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Juste en bas, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification personnalisée et puis vous resterez au courant de toutes les informations footballistiques internationales et également au niveau du Maroc. Je rappelle que GFM TV prépare aussi une organisation des awards lors de la fin de la saison de la Botola. Restez scotchés, on vous donnera plus d'informations sur ces événements. Il y a beaucoup d'événements aussi qu'on va, n'est-ce pas, développer ensemble sur GFM TV. Allez, portez-vous bien. Je vous souhaite, n'est-ce pas, de passer une excellente semaine. À très prochainement pour un autre programme de Classico. Ciao.